Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode Focus. Et après un grand vote sur notre Telegram, c'est bien Iota qui a été finalement choisi et dont on parlera aujourd'hui. Moi c'est Clément et je suis accompagné d'Ilias. Salut tout le monde! Et tout au long de cet épisode Focus, on va essayer de vous partager toutes les informations nécessaires à la compréhension de cette crypto-monnaie qui est pas si ordinaire que ça. Donc Iota, c'est une nouvelle technologie de registre distribuée pour fonctionner comme colonne vertébrale un peu de l'internet des objets. On va voir ce que c'est un peu l'internet des objets et puis qu'est-ce que c'est Iota. Donc à l'origine, Iota c'est né en 2014 mais quand l'équipe derrière la plateforme ont fondé une startup pour développer un nouveau type de microprocesseur pour l'Internet of Things, donc l'internet des objets, et les réseaux distribués. Toutefois, l'équipe a fait face à un problème, la difficulté et le manque de raisons pertinentes à établir une interopérabilité dans l'internet des objets. Donc pour résoudre ce problème, l'équipe a pensé nécessaire le développement d'une nouvelle couche technologique servant de bloc de construction pour toute l'économie des objets, où les machines en fait pourraient échanger des ressources à la demande de façon sécurisée et efficace, l'économie machine avec machine. Donc à l'époque, dans l'équipe, il y avait David Sonstebo, Sergei Ivan Sheklo, Dominique Siener, donc je sais pas si je prononce bien, mais et Dr Sergei Popov, donc tous originaires de Norvège, et ce sont des personnes qui étaient dans le monde de la blockchain depuis environ 2010-2011, et ils avaient pas mal d'expérience dans ce domaine, et avaient aussi un certain goût pour l'activisme, donc forcément ils avaient vent de toutes ces crypto-monnaies et des limites qu'elles représentaient à travers les frais de transaction élevés, et puis des débats sans fin sur la scalabilité comme on peut avoir sur le Bitcoin en ce moment même. En voyant que le terrain de l'époque n'était pas forcément propice au développement d'une économie machine-machine, donc une économie pour l'internet des objets qui opère des microtransactions, mais l'équipe a en fait décidé de recommencer de zéro en ayant une vision nouvelle, et c'est à partir de ce moment qu'Iota est né. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce raisonnement, Iota n'est pas comme les autres crypto-monnaies faites avec une architecture blockchain, mais la principale innovation derrière Iota, elle se nomme Tangle. Tangle se présente sous la forme d'une nouvelle architecture pour un registre distribué avec cas d'utilisation spécifiques pour l'internet des objets et les interactions machine-machine. Donc Iota n'est pas la première monnaie à proposer d'utiliser cette technologie, et on a trouvé une autre monnaie qui est le DAG Coin. On va voir ce que ça veut dire DAG plus tard, mais en 2012 qui utilise la techno DAG. Et il y a aussi le Bitball en 2015. Donc Iota, à l'origine, ils ont fait une crowd sale, donc pour permettre de financer de futurs développements et permettre de nourrir une croissance du réseau Iota et de sa communauté. Donc la crowd sale a été organisée entre novembre et décembre 2015, et le prix pendant l'ICO c'était autour de 40 satoshi, et pour une totale circulated supply d'environ presque 3 milliards, qui est autour de 2 milliards 7 myotas. En juillet 2016, et après plusieurs mois de recherche et développement, Iota dévoile son premier réseau, et qui est toujours en fait en version bêta, mais les échanges ont bien commencé. En mai 2017, il y a eu un fonds de 10 millions de dollars qui a été créé pour promouvoir les collaborations entre les développeurs et des nouveaux projets. Et enfin, une date importante aussi, en juin 2017, Iota a été rendu disponible sur Bitfinex, donc il était possible d'enfin trader le Iota. Donc on va parler un petit peu maintenant des concepts derrière Iota. Donc le principal concept, comme Clément l'a dit un peu plus tôt, c'est de combler et résoudre les problèmes liés à la blockchain. Donc l'un des premiers problèmes de la blockchain, on le voit aujourd'hui tous les jours avec Bitcoin qui est congestionné, c'est la scalabilité, la capacité à grandir ce réseau vers l'infini et accueillir de plus en plus de transactions. Et en fait, Iota, l'un des concepts, c'est que plus de personnes vont utiliser le réseau, plus le réseau devrait normalement être capable de gérer de transactions. La blockchain, elle par contre, plus on a de personnes qui utilisent le réseau, plus on atteint les limites des paramètres de la blockchain, tels que par exemple la taille d'un bloc. À ce moment, par exemple, Bitcoin, 1 mégabit, les blocs sont tout le temps saturés. Et ça mène aussi les frais de transaction à augmenter dans le cas de la blockchain, parce que plus on a de transactions, plus on veut faire passer sa transaction devant celle des autres, surtout quand le réseau est congestionné. Les transactions sont rapides. C'est aussi un problème de la blockchain qui a un paramètre fondamental qui est le temps de bloc. Par exemple, dans le cas de Bitcoin, 10 minutes. Ça veut dire qu'une transaction, pour avoir une confirmation, a besoin d'attendre au moins 10 minutes. C'est pas possible de faire plus vite en utilisant la blockchain elle-même. Dans le cas d'Iota, les temps de transaction sont inversement proportionnels au nombre de transactions sur la Tangle. Ça signifie que plus il y a de transactions qui vont se produire, plus ça va être rapide de processer ces transactions par le réseau. Quand il n'y a pas beaucoup de transactions, comme c'est le cas actuellement, ça prend plus de temps en fait. Le nombre total de coins, de pièces Iota disponibles sont fixes et ne vont pas varier, ce qui n'est pas le cas par exemple des blockchain proof of work, preuve de travail, où là c'est nécessaire justement de récompenser les mineurs et du coup de créer des nouveaux blocs pour construire et maintenir le réseau. Dans le cas d'Iota, il y a eu un total de 2 pétas 779
129 Tera, 530 Go, 283 mégas, 277 kg, 761 IOTA, et il y aura jamais plus ou moins d'IOTA normalement. Donc IOTA ont aussi un système spécial pour compter, là, ils n'utilisent pas millions, à la place ils utilisent mégas par exemple, et au lieu de milliers c'est kilos. C'est disponible sur leur site web. Et ça c'est le nombre de coins total qui existe. Donc IOTA est un système déflationnaire parce que comme d'habitude il va y avoir des gens qui vont perdre leurs moyens de s'authentifier pour utiliser leur IOTA et ces IOTA vont disparaître. Donc c'est un petit peu similaire à Bitcoin sauf que toutes les pièces sont disponibles dès le bloc de genèse. Un autre concept fort d'IOTA c'est qu'en fait IOTA est destiné à être utilisé sur des appareils, quels qu'ils soient, tous les appareils, même ceux avec des très faibles puissances de calcul. Et par très faible puissance de calcul il faut penser à des senseurs de l'Internet of Things, donc par exemple des senseurs de présence ou des beacons Bluetooth, ce genre de choses qui n'ont pas beaucoup de puissance de calcul. Et bah IOTA est designé pour aussi fonctionner sur des appareils, on va voir un peu plus tard pourquoi. Un autre concept c'est d'être quantum proof, de pouvoir résister aux ordinateurs quantiques. Donc c'est une des crypto-monnaies qui rentre dans ce club, tout comme Neo par exemple, qui a le principe de Neo Quantum Safe dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Donc c'est Neo QS, le mécanisme cryptographique qui va protéger la blockchain de l'émergence des ordinateurs quantiques parce que ça pourrait arriver plus rapidement qu'on ne le croit. Et donc pour pouvoir mettre tout cela en place, IOTA en partie utilise la Tangle pour changer le paradigme, c'est-à-dire pour ne plus utiliser la blockchain et dépasser les limites de la blockchain. C'est ça, en fait, le Tangle, c'est une blockchain sans bloc et du coup sans chaîne. C'est une autre façon de représenter les transactions que par bloc. Et on peut pas vraiment considérer du coup ça comme une blockchain, mais toutefois Tangle a quand même les mêmes principes. C'est toujours une base de données distribuée, c'est toujours un réseau de pair à pair et c'est toujours raccordé par un mécanisme de consensus et de validation. Mais les deux principales différences entre une blockchain et Tangle sont d'abord la structure. Tangle, c'est une nouvelle architecture qui est basée sur le DAG, le Directed Acyclic Graph. Donc c'est un graphe orienté, c'est un type de graphe orienté qu'on appelle le graphe orienté acyclique. Une autre différence, c'est comment cette structure accomplit ce consensus. Donc la Tangle, on peut représenter ça comme un arbre où le premier nœud est l'équivalent du bloc Genesis dans la blockchain. Dès lors que l'on veut faire un registre distribué, la question du consensus est primordiale. C'est comment faire pour que les réseaux s'accordent sur l'état courant. Donc en fait, au lieu qu'un petit groupe du réseau soit responsable du consensus à travers les mineurs et les stakers, comme ça peut se passer sur d'autres crypto-monnaies, en fait sur IOTA c'est bien l'ensemble du réseau à travers ses participants actifs, donc c'est-à-dire les machines qui vont réaliser les transactions. Donc ces participants actifs sont impliqués dans le consensus du réseau. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? C'est les transactions qui permettent d'arriver à un consensus, c'est quoi comment ça se passe? Eh bien c'est assez ça, puisqu'en fait sur IOTA, il n'y a pas vraiment de blocs et il n'y a pas vraiment de blocs comme on pourrait les considérer sur des blockchains plus classiques. Chaque transaction agit comme un mini bloc et fait référence en fait à deux transactions antérieures. Et en faisant une transaction, en fait ma transaction approuve directement deux transactions. Donc personne n'a besoin de voir et de valider toutes les transactions. Chaque utilisateur en fait sélectionne et valide deux transactions. Donc c'est un système qui du coup force l'altruisme et donc aussi valide du coup les parents qui ont déjà validé deux transactions. En faisant cela, la transaction valide une branche de l'arbre qui compose la structure ensemble du Tangle. Donc il y a d'autres utilisateurs en parallèle qui vont sélectionner et valider d'autres chemins de cet arbre. Et ce processus donc permet une validation collaborative de l'ensemble du Tangle. Donc il y a deux types de transactions. Il y a d'abord la transaction qui va transférer de la valeur et il y en a une autre qui ça sera une transaction à une adresse mais sans transfert de valeur. Ça sera plus comme un message par exemple. Sans rentrer dans les détails de la conception d'une transaction, quand on veut ajouter une transaction au Tangle, on va d'abord effectuer la sélection au hasard de deux autres transactions. On va associer ensuite ces deux transactions à sa propre transaction dans ce que IOTA nomme un bundle. Et on va enfin effectuer un petit peu de proof of work. Donc ça sera pas les mineurs du coup qui vont l'effectuer, mais c'est bien la transaction qui va l'effectuer. En l'appliquant donc à cet instant, chaque transaction sacrifie un petit peu d'énergie de traitement pour protéger l'ensemble du réseau contre les attaques de type spam ou ciblé. Après ces étapes, la transaction est diffusée sur l'ensemble du réseau et une autre personne va choisir cette transaction dans le processus et la valider et de cette façon, elle sera confirmée. Donc étant donné que chacun valide deux autres transactions, il n'y a pas besoin de payer de frais à une tierce personne comme un mineur par exemple. À chaque fois qu'on envoie une transaction, on en valide deux et donc on fait ce travail pour nous-mêmes et quelqu'un d'autre va valider notre propre transaction et ainsi de suite. Et du coup, pas besoin de payer quelqu'un à l'extérieur. Ça contribue largement à l'idée que IOTA, en fait, il n'y a pas de frais à payer comme c'est le cas de n'importe quelle autre monnaie, preuve de travail par exemple. Mais en fait, si dans un système avec une blockchain, chacun faisait la validation de ses propres transactions, genre chacun faisait la validation d'un bloc où il n'y a que ses transactions à lui, il n'y aurait pas de frais
à payer non plus en fait. La particularité ici, c'est que la vérification d'IOTA, elle peut être effectuée sur n'importe quel type d'appareil. Même, comme on le disait un peu plus tôt, un appareil avec une très faible puissance de calcul. On va parler un petit peu plus en détail de ces appareils par la suite. Et ce qui fait qu'en fait, IOTA a des frais de transaction nuls, mais ça coûte de l'énergie de valider des transactions sur IOTA. Si l'idée que des appareils avec une très faible puissance de calcul peuvent faire le processus de preuve de travail ne tient pas en fait dans l'avenir, alors il sera très probablement nécessaire d'outsourcer le processus de proof of work, de preuve de travail pendant cette transaction pour des devices qui ont une puissance de calcul trop faible, et il y aura comme des petits nœuds auxquels vont se connecter différents appareils. Par exemple, si vous avez une usine dont tous les équipements, tous les senseurs travaillent sur la blockchain d'IOTA, il y aura un serveur dans cette usine qui fera le processus de preuve de travail pour tous les appareils de cette usine par exemple. Mais actuellement, IOTA est décrit comme n'aura jamais besoin de ce procédé. Une autre technologie en fait d'IOTA, une conséquence plutôt des technologies, c'est que les transactions sont asynchrones. Ça signifie qu'il va être possible de faire des transactions sans avoir besoin de synchroniser tout le réseau, ce qui n'est pas le cas de la blockchain, où à chaque fois qu'il y a un bloc qui sort tous les 10 minutes, la blockchain entière est synchronisée. Là, c'est pas le cas. Par contre, il y a un souci, c'est que les smart contracts, donc les contrats intelligents tels qu'on les connaît actuellement, nécessitent la synchronisation du réseau. IOTA a un autre plan qui est de déployer des oracles, donc ça va être des nœuds particuliers qui vont pouvoir mettre en place une sorte de smart contract pour IOTA. Ce qui est au cœur d'IOTA, en fait, le fondateur d'IOTA, David Sonstebo, disait sur Reddit à 2 reprises que c'est vraiment ça qui est au cœur d'IOTA, c'est ce qu'on appelle les processeurs ternaires. Aujourd'hui, nos ordinateurs travaillent sur des processeurs binaires qui ont 2 états, 1 ou 0. Donc quand on stocke de l'information, on la stocke sous une série de 1 et de 0. On peut écrire n'importe quel nombre en binaire comme une suite de 1 et de 0. Il y a une autre manière de décrire les nombres, enfin il y en a des milliers d'autres manières. L'une d'entre elles, c'est les processeurs ternaires où en fait on peut avoir 3 états, -1, 0 et 1. Donc on peut écrire n'importe quel nombre sous cette forme, une suite de -1, de 0 et de 1. Lorsqu'en 2014, il est apparu aux développeurs d'IOTA que la blockchain ne peut pas scale, ne peut pas grandir, en fait, ils ont décidé d'adopter cette technologie du système ternaire et des processeurs ternaires pour faire fonctionner IOTA. En fait, ce que ça va représenter, c'est ce que ça coûte de stocker ou de chercher et trouver de l'information sur un device, par exemple, ou dans la base de données d'IOTA. Donc, sans rentrer dans les détails, la manière idéale de stocker de l'information, celle qui coûte le moins d'espace, en fait, ça serait d'utiliser des processeurs en base E, donc exponentielle, mais en fait, la deuxième manière la plus efficace, c'est les processeurs ternaires. Nous, actuellement, on travaille en binaire parce que c'est facile d'avoir 2 états, 0, pas de voltage, 1, du voltage. C'est un peu plus délicat d'avoir 3 états, -1, 0 et 1, mais c'est faisable. Il y a eu dans l'URSS des ordinateurs qui ont été construits qui étaient des processeurs ternaires. Mais tous nos processeurs actuellement sur les ordinateurs et les téléphones sont des processeurs binaires avec des 1 et des 0. Ce que ça signifie, ça aussi, c'est qu'actuellement IOTA est émulé. La manière dont IOTA fonctionne, elle est émulée sur ces ordinateurs de manière virtuelle et en fait IOTA ne tourne pas à son maximum de potentiel. Et IOTA, c'est une nouvelle assez récente, se retrouve en fait au milieu de la fabrication de processeurs ternaires, les processeurs du futur, que IOTA appelle GINN, J-I-N-N. Donc on le sait parce qu'il y a un site web, iotanodes.org/GINN, où on peut voir une seule page, il n'y a qu'une seule page, où IOTA parle de ces processeurs, et juste 2 phrases en fait. Donc c'est une sorte de projet très secret d'IOTA sur lequel il travaille. Et si jamais IOTA travaille déjà en processeur ternaire et participe à la fabrication de ce nouveau hardware, de ce nouvel équipement, il serait en fait idéal pour les objets connectés, parce qu'il permettrait de les faire tourner plus rapidement, plus efficacement, et ça coûterait moins d'énergie et d'espace de stocker de l'information et d'accéder à cette information. Donc IOTA en fait sont partis très très loin, ils se sont projetés dans l'avenir et ils sont partis sur cette idée de Henry Ford qui disait si je demande aux gens ce qu'ils veulent, ils me demanderont des chevaux plus rapides, alors que lui il fabriquait des voitures. Et en fait c'est ce que IOTA est en train d'essayer de mettre en place. Le problème un petit peu pour IOTA actuellement, c'est que ça ne fonctionne pas tout à fait et ils sont obligés d'avoir recours à ce qu'on appelle le coordinateur et les jalons. Donc il est possible en fait d'attaquer le réseau d'IOTA pour faire des attaques de double dépense, c'est-à-dire réécrire des transactions et puis envoyer des transactions malicieuses, c'est-à-dire dépenser 2 fois la même quantité d'argent. Et pour faire ça, il suffit de posséder 33% de la puissance de calcul disponible sur le réseau. En fait, ça serait facilement faisable de le faire avec mais avec des GPU. Ça serait faisable aujourd'hui. Donc pour résoudre ce problème, IOTA ont mis en place un seul nœud particulier qui s'appelle le coordinateur. Ce nœud émet des transactions toutes les minutes, qui sont des transactions vides en fait, qui vont venir se placer et valider des autres transactions, se placer dans la tangle en fait. Le coordinateur est actuellement possédé par IOTA et il n'y en a qu'un seul. N'importe qui ne peut pas déployer son propre coordinateur. Donc l'objectif c'est de protéger le réseau jusqu'à ce qu'il soit suffisamment large, parce que d'après IOTA, une fois que le réseau sera suffisamment large, il n'y aura plus besoin de ce coordinateur, il sera shut down, donc il sera éteint et il sera jamais réallumé. Le coordinateur en fait donne une direction à la tangle et permet de garantir son intégrité. Donc pour faire ça,
IOTA, il envoie des transactions qui vont lui donner une direction. Et en fait, lorsqu'on fait le processus de vérification d'une transaction, n'importe quel appareil va aller chercher la transaction la plus proche qui a été émise par le coordinateur, qui est aussi appelé COO. Lui a une signature particulière, ces transactions, on les reconnaît. Et c'est en vérifiant la position de la transaction émise, la dernière émise par le COO par rapport aux autres transactions qu'on est capable de garantir que cette transaction qui est aussi attachée sur le graphe acyclique à celle du COO n'est en fait pas une transaction malicieuse. Donc présentement, dû au fait qu'il y a ce coordinateur, IOTA est en fait centralisé car tout le monde est obligé d'accepter les jalons. Donc les jalons, c'est ces transactions qui sont émises par le coordinateur. Tout le monde est obligé de les accepter. Sans quoi, les transactions que vous allez proposer, si vous vérifiez pas et que vous n'acceptez pas les transactions du validateur, elles vont être refusées. Donc sans le coordinateur, le réseau est susceptible en ce moment d'être facilement attaqué par des attaques de 33 plus 1%. Présentement, il y a sur IOTA 1000 à 2000 transactions par heure en moyenne environ. Pour attaquer le réseau, un attaquant aurait besoin d'émettre 750 transactions par heure pour prendre contrôle de la Tango, ce qui est faisable. Donc il y a un nombre de transactions par heure à partir duquel il va être très difficile, avec une certaine puissance de calcul, enfin ça va être très difficile d'acquérir cette puissance de calcul pour envoyer suffisamment de transactions pour contrôler le réseau ou en tout cas changer, réécrire des transactions sur le réseau. Tant qu'on n'atteint pas cette valeur, en fait le coordinateur va être nécessaire sur IOTA et IOTA restera un petit peu centralisé, enfin même pas mal centralisé en fait. On va maintenant parler de l'avenir d'IOTA. C'est ça, au niveau de l'avenir, il se passe pas mal de choses, il y a eu pas mal d'annonces dernièrement. Une des dernières annonces a été l'intégration du MAM, donc le Masqued Authenticated Messaging. Donc c'est actuellement expérimental, mais le MAM, c'est un protocole de communication de données de second niveau qui ajoute la fonctionnalité de chiffrement des flux de données pour les machines à travers donc la Tangle. Donc en fait, seules les entités autorisées pourront lire et reconstruire le flux de données entier qui va être échangé. C'est un fonctionnement que l'on peut comparer finalement à une radio, où seulement ceux qui ont la bonne fréquence peuvent écouter la radio. Donc dans MAM, c'est ceux qui ont les bons identifiants de la channel qui peuvent accéder à la donnée. Ensuite, il y a eu une intégration des transactions anonymes. Dernièrement, donc le 20 novembre, IOTA a annoncé que ce qu'ils appellent le IOTA Mixer était présentement en fonctionnement sur le testnet, sur le réseau donc de test. Et actuellement, donc le registre IOTA est transparent donc de par sa conception initiale. Cela veut dire que toutes les données échangées lors des transactions peuvent être vues sur un site internet permettant d'explorer donc pas la blockchain mais du coup la Tangle. Alors du coup, le Mixer, c'est la première application cherchant à améliorer l'anonymat et la fongibilité du IOTA en permettant à ce que lorsque l'on envoie une coin et que l'on reçoive une coin en retour, l'échange ne soit plus traçable. Donc en fait, pour revenir sur la fongibilité, c'est un concept important. C'est la capacité d'une chose à être remplacée par une autre. Mais dans le cas du Bitcoin, le Bitcoin n'est pas du tout fongible car chaque coin n'est pas égale à une autre au vu de son histoire qu'on peut retracer sur la blockchain. Donc à travers ces deux précédentes applications, IOTA est en train d'implémenter des procédés pour permettre aux machines qui vont utiliser le réseau d'échanger des messages et des transactions de façon chiffrée et intraçable sur la Tangle. Donc ensuite, une autre annonce qu'a faite IOTA récemment, qui est inspirée des systèmes comme le Lightning Network, c'est les Flash Channels. Donc ça permet de mettre en place en fait un streaming temps réel de transactions qui est pas off-chain mais qui est du coup off-Tangles. Donc pourquoi vous allez me dire effectuer des Flash Channels quand la Tangle finalement n'a pas de problème pour scaler comme on a vu précédemment. En fait, on a vu que pour chaque transaction en fait il y avait quand même un petit peu de proof of work qui était effectué lors de la transaction pour établir un consensus. Donc c'est ça qui prend quand même un peu de temps à chaque transaction. Et en fait, Flash va retirer cette contribution en déplaçant les transactions hors du réseau, jusqu'à ce qu'elles soient rattachées au réseau. Dès lors, en ouvrant un channel, il est possible de réduire des milliers de transactions en seulement 2 sur le réseau. Donc aussi, vous allez me dire, pourquoi j'ai besoin de Flash quand mes transactions mettent quelques minutes à être confirmées. En fait, Flash est une réponse à un petit groupe de transactions qui sont spécifiques où l'on a besoin de diffuser du contenu de façon instantanée. Et actuellement, donc Flash Channels, c'est en bêta, mais il y a déjà un proof of concept qui est disponible à tout le monde, et tout le monde peut tester cette fonctionnalité. Et donc finalement, le principal concurrent de IOTA et du coup de cette fonctionnalité Flash Channels, c'est le Lightning Network. Oui, c'est ça. Alors en fait, on a eu un peu de mal à trouver des concurrents directs d'IOTA, des compétiteurs directs, mais le Lightning Network, en fait, ça en est un, parce qu'il permet aussi de faire des transactions pour des frais de transaction
très faible ou inexistant. Il s'y permet de faire des transactions instantanées. Donc en fait, IOTA a pour compétiteur le Lightning Network. Il y a aussi deux autres monnaies qui utilisent les Direct Acyclic Graphs, donc les graphes acycliques directs. C'est Dagcoin, qui tire son nom DAG de Direct Acyclic Graph, qui a été créé en 2012, donc quasiment au moment où la réflexion autour d'IOTA a démarré. Il y en a une deuxième, c'est Byteball, BYTEBALL, qui elle a été créée en 2015. Donc ces deux crypto-monnaies ne sont pas non plus basées sur la blockchain, mais sur des graphes similaires à ce qu'on a avec IOTA. Donc l'une des applications, on va parler un petit peu projet d'IOTA, en fait c'est les microtransactions de l'Internet of Things. La raison pour laquelle IOTA se place en leader dans ce domaine, en fait, c'est que pour toutes les crypto-monnaies, il va y avoir des frais de transaction qui sont extrêmement élevés pour des microtransactions. Actuellement, pour faire une transaction sur Ethereum, les frais de transaction sont environ 0,25 $ US. Sur Litecoin, c'est moins, c'est 0,1 $ US. Mais si vous voulez envoyer 0,001 $ US, payer 0,1 $ US pour envoyer le 0,001 ne fait aucun sens. IOTA, avec les frais de transaction inexistants, sont en fait les plus intéressants pour envoyer des micro-paiements de l'ordre du centime et moins que le centime en fait. L'un des exemples pour cela, c'est par exemple les recharges de voitures électriques avec IOTA. C'est déjà quelque chose qui est testé. Il y a une proof of concept qui existe avec NetObjects, une compagnie en Californie, qui utilise en fait la crypto-monnaie IOTA et le système de la Tango pour faire des échanges entre un véhicule et la grille électrique lorsqu'un véhicule s'arrête pour recharger en fait. Et ça utilise les flash channels dont on a parlé un petit peu plus tôt. Une autre chose qu'IOTA est en train de mettre en place pour justement se placer en leader dans le domaine des Internet of Things, c'est Identity of Things, l'identité des choses. Et en fait, ça va être un standard qui va permettre aux objets connectés de diffuser à travers IOTA leur identité, mais aussi des informations comme le fabricant, certaines spécificités par rapport à la connectivité. Donc IOTA est vraiment en train d'essayer de se placer en leader dans le domaine de tout ce qui va être lié aux Internet des objets et surtout à la facturation et au paiement liés aux Internet des objets. On a vu l'exemple par exemple avec les voitures électriques où il y a un véhicule, un objet qui interagit directement avec un autre objet intelligent connecté qui est la grille électrique en fait ou la borne qui fournit l'énergie. Il faut imaginer que ce concept il peut s'étendre à tous les objets connectés qui vont devenir de plus en plus prépondérants autour de nous. IOTA a aussi beaucoup de partenaires comme par exemple Bosch Connected Services qui font de la recherche sur l'internet des objets et qui ont dernièrement annoncé que IOTA va être intégré à leur SDK, donc le logiciel qui permet de développer des applications pour toutes les senseurs et objets connectés de Bosch Connected Services. eHealth par exemple qui est un centre norvégien d'e-santé et de recherche pour changer les technologies liées à la santé. Ils ont décidé d'utiliser IOTA pour construire une base de données décentralisée pour la santé et les informations liées à la santé. Satoshi Pay, qui est une compagnie qui a pour but toujours de développer les nanopaiements basés sur la blockchain et qui au début essayait de développer ce genre de solution pour des blockchains du style Bitcoin. Mais finalement, ils ont abandonné les blockchains du style Bitcoin et sont passés sur IOTA. Donc encore un concurrent du Lightning Network et de FlashPay. F6S, qui est une plateforme pour les fondateurs de compagnies, les startups, les accélérateurs, qui permet en gros de développer des nouveaux projets, qui a choisi IOTA comme partenaire pour développer des projets autour de l'Internet of Things. Canonical, la compagnie qui est derrière Ubuntu, le système d'exploitation Linux, qui est aussi en train de travailler avec IOTA pour développer un système d'exploitation pour les objets connectés. Microsoft, donc la solution Azure de Microsoft qui permet de faire du blockchain as a service, de construire des blockchains, va aussi intégrer et rendre IOTA utilisable par l'intermédiaire de cette solution. Et ça, c'est une portion et c'est sans parler de la multitude de compagnies qui explorent IOTA parce qu'en fait, IOTA est open source, donc n'importe qui peut l'utiliser et l'explorer. Et il y a eu, vous pouvez rechercher sur internet, à certains moments des compagnies ou des personnes qui postent en disant telle compagnie a un partenariat avec IOTA et l'un des membres d'IOTA qui intervient et qui dit non, on n'a pas de compagnie avec eux, on leur a jamais parlé, mais comme IOTA est open source, ils peuvent utiliser cette technologie eux-mêmes. Donc comme on le voit, la technologie d'IOTA, elle semble être intéressante en tout cas pour plusieurs partenaires. Et ce qui est important ici, c'est que la technologie d'IOTA n'est pas forcément liée à la crypto-monnaie IOTA, mais les développeurs d'IOTA essayent de toujours mettre en avant la crypto-monnaie IOTA en même temps que la solution IOTA. Ils poussent pour ça et c'est quelque chose ils ont expliqué plusieurs fois que c'est ce qu'ils essayent de faire parce que c'est comme ça qu'ils veulent construire l'économie de l'internet des objets. Les développeurs IOTA continuent à répéter qu'il n'y aura pas que des implémentations de la technologie d'IOTA séparément, mais que pour rejoindre le réseau qui va être créé par IOTA, ils vont demander aux différents partenaires qui vont implémenter des solutions qui utilisent IOTA d'utiliser aussi la crypto-monnaie d'IOTA. C'est le modèle économique vers lequel ils se dirigent. Donc tout ça nous amène avec IOTA aujourd'hui qui a un market cap, donc une capitalisation de 2,5 milliards de dollars. Comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a un total de 2,779 milliards environ d'IOTA qui existent et qui vont circuler. Il n'y a pas d'IOTA qui sont actuellement non disponibles ou qu'on peut pas trader. Et ça ramène IOTA au niveau social avec 26 000 environ followers sur Twitter, 29 000 inscrits au subreddit d'IOTA, 11 000 likes sur Facebook
Facebook. Et IOTA est disponible sur de plus en plus d'exchanges, alors que c'était pas le cas il y a quelques mois. Maintenant, IOTA est disponible sur Bitfinex, Binance, IOTA Exchange, X-Rates, Bit520, CoinFalcon et devrait être très prochainement disponible sur OKX aussi. Donc c'est de plus en plus disponible, c'est de plus en plus populaire et connu. Donc c'est tout pour cet épisode sur IOTA, on espère qu'il vous aura plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis et une note sur iTunes. Ça aidera d'autres personnes à écouter ce qu'on fait. Et si vous avez des questions sur l'épisode ou sur les crypto-monnaies en général, vous pouvez rejoindre notre Telegram dont le lien sera dans la description. À bientôt et bonne semaine. À bientôt. Un petit message pour rappeler que l'investissement dans les crypto-monnaies présente des risques de perte en capital. Toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournies à titre purement informatif. Ce que nous on fait, c'est de l'information. Elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement. Il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit. On vous invite à nous rejoindre pour en discuter. Donc ne vous basez pas dessus pour faire des grandes décisions. Et encore une fois, on ne fournit pas de conseils d'investissement. Merci.